On s'époumonne autour de l'élection de Pierre Maudet dimanche à Genève, mais le vrai problème, c'est que tout le monde s'en fiche, ou presque, de la politique. À peine 4 électeurs sur 10 ont voté dimanche dans un débat qui pourtant semblait chauffer les bancs. Une participation électorale de plus en plus misérable qui fera bien au-delà de Genève toutes nos démocraties occidentales, suisses, italiennes, françaises, américaines notamment. Et quand le citoyen daigne enfin se mobiliser, c'est plutôt contre que pour un programme ou un candidat. L'opposition à la réforme des retraites d'Emmanuel Macron nous l'aura rappelé sous toutes les coutures. Méfiance, indifférence, discrédit, violence aussi. La cote de popularité des politiques est en pente douce, tout comme celle des médias d'ailleurs, leurs jumeaux maléfiques dans l'esprit commun. Perçus comme l'outil du pouvoir ou alors tout au contraire comme le fossoyeur de ce même pouvoir. Médiable, pourquoi un tel désamour ? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur L'Aimant Bleu. Et bienvenue à nos invités ce soir sur ce plateau et en duplex de Paris. Arlette Chabot, bonsoir. Bonsoir. Un monument, vous êtes un monument de journalisme, j'espère que je ne vous vexe pas. Ancienne vice-directrice générale notamment de l'information sur France 2. Aujourd'hui, vous êtes éditorialiste, consultante sur la chaîne d'information continue LCI. Et puis, malheureusement, De Col à Paris. Malheureusement, De Col n'est pas parmi nous pour des raisons de réforme des retraites, de crise, on va dire, politique qui perdure en France. C'est la suite, oui, mais peut-être pour nos spectateurs suisses, c'est pas clair, mais disons que c'est les suites, effectivement, du problème de la réforme des retraites. Et en plateau, ce soir, en revanche, Jacques Pillet, bonsoir. Décidément, monument du journalisme suisse, vous, fondateur de Feu l'Hebdo et du Nouveau Quotidien, l'ancêtre du Temps. Vous pilotez actuellement le média en ligne Bon pour la tête et venez de publier, on le voit passer à l'écran, Le souffle de l'histoire, un livre d'entretien mené par le journaliste Jacques Peget aux éditions Alphil. Younis Moussa, bienvenue. Bonsoir. Ancien député socialiste genevois, ça fait bizarre quand même de dire ancien député pour vous qui avez 26 ans. Il y a 26 ans, oui, c'est... Ouais. Ancien député depuis vendredi passé. Oui, parce que campagne, mais non réélection. Et vous faites actuellement votre école de magistrature. Et Philippe Val, bienvenue à vous, Philippe, comme chaque semaine parmi nous. Et donc, vous êtes évidemment ancien directeur de France Inter et de Charlie Hebdo, actuellement éditorialiste, vous, sur Europe 1 et chroniqueur aussi sur LCI. Comme ça, on sait bien d'où on parle. C'est les nouvelles méthodes et pour rétablir la confiance dans le journaliste. Et enfin, Alexandre Chevalier, le plaisir Bonsoir. de vous retrouver. Merci, toujours un plaisir. Mais sous une étiquette différente, parce que de PLR centriste, vous êtes passé récemment à l'UDC, un parti nationaliste très à droite. Vous avez même fait campagne dans ses rangs pour le Grand Conseil. Alors, comment vous nous expliquez, Alexandre Chevalier, comment est-ce qu'on passe des valeurs justement PLR aux valeurs UDC ? D'abord, les changements de parti sont toujours quelque chose de personnel, il y a un parcours, une histoire, mais il y a quelque chose dans votre question qui est plus fondamental, qui est de savoir la place des idées et la place des partis. Et en réalité, la question, c'est de savoir si on reste dans une structure parce que c'est la structure et qu'elle a un poids sur les individus, sur les membres, sur les élus, qu'un certain nombre de gens restent d'ailleurs dans cette structure parce que, comme on dit, la soupe est toujours bonne, même si les idées sont plus celles qui étaient défendues. Aussi, on glisse d'un parti de droite à un parti de droite parce que je ne suis pas passé en fait de la gauche à la droite, je suis parti d'un parti qui était d'origine un parti de droite libérale à un parti de droite conservatrice et nationale. Parce qu'aujourd'hui, je crois que la politique se fait sur 2 plans pour les individus qui la font. Le premier plan, c'est celui des idées et des valeurs. Vous ne pouvez pas rester dans un parti lorsque ce que vous défendez commence à être défendu par ailleurs. Notamment, j'ai souvent fait dans ce plateau des analyses de ce que devrait être aujourd'hui une droite républicaine forte sur les questions de régaliennes, de sécurité, forte sur des questions de pouvoir d'achat pour la petite économie et pas la grande économie, forte contre la lutte sur le wokisme. Et ça, ce sont des valeurs qui sont aujourd'hui à l'UDC, particulièrement fortes. Moi, je crois pertinemment au clivage gauche-droite, notamment. Et donc, je crois qu'il faut être, quand on s'engage pour moi, dans un parti qui a une colonne vertébrale forte au niveau des valeurs. Et puis après, la politique, c'est les gens. Et c'est très important, en fait, de le faire avec des gens avec qui on a envie d'avancer, envie de construire. Et ça, je l'ai vraiment trouvé aujourd'hui à l'UDC.
Ok, mais c'est vrai que ce ping-pong, beaucoup quand même de politiques, malgré tout, changent de parti comme ça. Arlette Chabot, que valent les partis politiques aujourd'hui? On a l'impression qu'il y a un temps, on ne changeait pas, on restait, on naissait, on grandissait, on mourait pratiquement avec son étiquette et ses valeurs. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Pourquoi? Les partis politiques sont très malades, en tout cas les partis de gouvernement en France. C'est la raison pour laquelle, au fond, Emmanuel Macron a été élu à la surprise générale en 2017 sur l'effondrement des deux partis de gouvernement, les Républicains et les Socialistes. Ça va pas tellement mieux de ce côté-là, de ces deux partis de gouvernement. Il a voulu créer autre chose, un mouvement en marche. Bon, il s'en est pas occupé parce qu'il considérait aussi que, encore une fois, le parti, même le sien, ne lui donnait pas satisfaction. Il trouvait que c'était démodé. Il s'est aperçu que c'était pas aussi bien que ça lorsqu'il y a eu des élections locales. Mais c'est vrai qu'il y a un gros discrédit à l'égard des partis politiques en France. On s'en méfie. Quand on parle aussi d'ailleurs, et on en parlera, et on évoquera la cote de popularité ou l'estime qu'ont les Français, les dernières professions, c'est toujours les politiques et les journalistes. Donc, franchement, on est à peu près dans le même sac. Mais je crois que les partis ne donnent plus satisfaction. Franchement, on s'aperçoit après un grand conflit social en France, qui n'est d'ailleurs pas complètement terminé, à quel point finalement on trouve 30 000, 20 000, 40 000 adhérents dans les partis politiques, alors que les syndicats si décriés en ont aujourd'hui souvent 10 fois plus avec des adhésions. Donc on quitte les formations politiques et on revient du côté des syndicats. Ça veut dire que les corps intermédiaires ne sont pas morts, mais les partis, eux, vont très mal. Exactement. Younis Moussa, c'est le cas aussi, on voit à Genève par exemple, le nombre d'adhérents, d'encartés dans les partis, c'est hallucinamment bas. C'est 500, 600 à l'UDC, 1000 au Parti Socialiste sur 500 000 habitants à Genève. Ça veut dire quoi? Ça, vous qui êtes un jeune engagé, ça veut dire quoi? Ça, que plus personne ne veut s'engager à travers ces machines qui étaient les machines fondamentales, les partis? Alors tout d'abord, je pense que les personnes ne sont pas dépolitisées, tout simplement. Les personnes sont désintéressées. Et c'est quelque chose qui est quand même différent. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a une méfiance à l'égard des personnes qui s'engagent en politique. Et souvent, j'aimerais quand même le dire à tort, parce qu'il y a un soupçon permanent contre les personnes qui font de la politique. C'est quand même quelque chose qui demande un engagement important. Et ça, c'est malheureusement parfois méconnu. Mais est-ce que finalement ces partis, ils ont aussi, je veux dire, ils parlent encore aux gens, Jacques Pillet. On a l'impression qu'effectivement, on a des programmes, finalement, on peut changer de parti, les gens ne s'engagent plus. Est-ce que, l'impression, il n'y a que l'UDC et peut-être le Parti Socialiste en Suisse qui résistent bien à l'érosion, on le voit dans les sondages au niveau fédéral. Est-ce que les partis ont encore une armature, une architecture en Suisse, en tout cas, qui parle aux gens? D'abord, ce qu'il faut dire, les partis n'ont jamais eu un nombre extraordinaire d'inscrits, n'est-ce pas? Ça a toujours été assez marginal, l'appartenance à un parti. D'abord, ce qui a changé, c'est que très longtemps, dans nos sociétés, au fond, on naissait dans une famille orientée vers tel ou tel parti, et on était très fidèles. Et même si le parti disait ou faisait des choses qui déplaisaient un peu, tant pis, quoi. On était estampillé d'un parti ou d'un autre. Ça, c'est de moins en moins le cas. Effectivement, d'abord, les votants eux-mêmes changent de parti, et pas seulement les élus. Mais les votants eux-mêmes sont de moins en moins nombreux aussi. Oui, et puis, alors, ça, c'est un autre problème, et je pense qu'il y a le problème de fond. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, ce fameux week-end, ce fameux dimanche genevois qui a tant échauffé les esprits? Eh bien, il y a eu 40% des inscrits à peu près qui ont mis un bulletin dans l'urne d'une façon ou d'une autre. Et c'est là, dans un canton qui compte par ailleurs 40% d'étrangers qui ne votent pas. Alors, si vous considérez d'une façon sociologique, avec un peu de recul, ce qui se passe dans ce canton, eh bien, vous apercevez que finalement, c'est une petite minorité qui participe au jeu du pouvoir. Et
c'est vraiment, me semble-t-il, la grande question aujourd'hui. On a un pan du peuple qui, au fond, décroche. Ça ne veut pas dire, vous l'avez pertinemment relevé, que les gens soient totalement dépolitisés, mais ils ne se reconnaissent plus dans les discours. Ils sont peut-être aussi un peu fatigués par le côté politique, politicienne, combat de coq, rivalité entre les personnalités. C'est très amusant pour les débats à la télévision, mais ça fatigue aussi un peu. Hein. Et ça donne un sentiment qu'on ne prend pas en compte, au fond, les vraies préoccupations. Alors, bien sûr, on peut on peut gloser sur le retour ou l'apparition d'un individualisme forcené. Ça ne va pas mener à grand-chose de gloser là-dessus. Je pense qu'il faut voir très concrètement pour les causes de ce décrochage. Et l'une des causes, c'est que le cirque politique, finalement, prend peu en compte les préoccupations centrales et essentielles des gens. Et là, je vais être très concret. Il y a un problème pour tous les Suisses et toutes les familles suisses en particulier, c'est l'explosion du prix des primes d'assurance maladie. Hein, il faut bien savoir, nos amis français ne sont peut-être pas tout à fait au courant, mais la Suisse a le système le plus injuste d'Europe, puisque la prime maladie est par tête, c'est-à-dire que la femme de ménage paye la même assurance de base que le milliardaire. C'est le seul système en Europe où il n'y a pas de participation de l'employeur. Et alors ces primes ne cessent d'augmenter d'année en année, et ça représente des centaines de francs. Et ça, c'est le souci, je crois, numéro 1, ou en tout cas un des tout premiers soucis des gens. On n'en a pas beaucoup parlé. Oui. Bien sûr, Pierre Maudet a lancé l'idée d'une caisse publique. D'ailleurs, on en a peu parlé. Bonne chance à Pierre Maudet avec son projet. Mais de toute façon, ça se décide au niveau fédéral. Et si vous me permettez encore un mot à ce sujet, parce que ça nous renvoie au problème de fond que vous abordez, pourquoi est-ce que ce système n'arrive pas à se réformer au niveau fédéral ? Et le ministre de la Santé l'a déclaré encore cette semaine, tout est bloqué parce que le Parlement n'arrive pas à se mettre d'accord. Pourquoi ? Parce que les lobbies intéressés, les médecins, les pharmas, les assurances défendent leurs intérêts et on n'arrive pas à une solution. Donc évidemment, lorsqu'on analyse cela ou qu'on constate simplement cela, on a un réflexe de défiance. Ces parlementaires qu'on a envoyés à Berne, défendent-ils nos intérêts ou défendent-ils d'autres intérêts ? Alors c'est la question, mais aussi, enfin, vous le dites, les politiques aujourd'hui ou les partis ne sont plus capables de saisir l'air du temps, de saisir pas aussi bien qu'ils devraient, les préoccupations des gens. Philippe Val, c'est quoi ? C'est un problème de... Les bons sont ailleurs ou bien... Il y a une raison pour ça. Il y a une raison pour ça, c'est que les partis politiques ont changé de nature. D'une façon générale, les grands partis politiques qui pouvaient s'approcher du pouvoir sans le saisir, comme le Parti communiste pendant longtemps, et les autres partis qui, eux, avaient accès au pouvoir, les partis centristes et gaullistes, étaient des machines qui n'étaient pas destinées qu'à gagner des élections. C'était des machines de formation. Quand on rentrait dans un parti politique, on allait apprendre des choses, on allait se cultiver, se frotter à un travail intellectuel sur la façon dont on voyait le pays évoluer ou le pays être administré. Il y avait des grands intellectuels qui étaient les fleurons de ces partis, qui étaient les accompagnateurs, les compagnons de route pour le Parti communiste, et pas des moindres, Sartre, etc., Aragon, tout ça, bon. Et puis des philosophes, etc. Au Parti socialiste, on ne comptait pas les quotients intellectuels, et même le Parti gaulliste avait de très grands intellectuels, évidemment Malraux. Alors pourquoi ont-ils déserté tous ces intellectuels ou toutes ces grandes figures ? Rentrer dans un parti, c'était participer à une aventure politique, mais aussi c'était se cultiver une citoyenneté, devenir pointu en citoyenneté, si vous voulez, et s'ouvrir sur un monde intellectuel. Ça n'est plus vrai aujourd'hui. Les partis politiques, il y a une vingtaine d'années, 25 ans, se sont exclusivement consacrés à gagner des élections. C'était des machines à gagner les élections, et ça ne peut pas marcher comme ça. Pour attirer des gens, il faut être attirant. Mais ils ne sont pas attirants. Ils ne produisent pas de désir. On n'a pas envie de fréquenter des gens. Alors, il n'y a plus que dans les formations
extrême qu'ils arrivent à capter du monde, c'est-à-dire à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Alors justement, Mais dans les partis du centre, il n'y a plus personne. Justement, quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se rassure. On regarde là, précisément, c'est un dessin de Chapat, Patrick Chapat, si tu nous regardes, on te salue, ce qui met en image les États-Unis, première démocratie, grande démocratie au monde, et la prochaine présidentielle, vraisemblablement, va ressembler à ça. On voit donc un Joe Biden, Kakoshim, avec son déambulateur, et en face, un repris de justice, vraisemblablement Donald Trump. Arlette Chabot, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Que le Parti démocrate, cet immense parti, ne soit pas capable d'avoir formé une relève pour ces prochaines élections? Vous savez, nous, on a vécu 2 fois, à 2 reprises, le face-à-face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Hein. Donc, Emmanuel Macron ne pourra pas se présenter une 3e fois en 2027. Sinon, certains se disent, on est reparti pour une 3e fois, effectivement, un affrontement dont on sait tout, dont on connaît tout, les arguments des uns et des autres. Et franchement, on cherche aussi en France des relèves. Il y a des problèmes de relève aussi du côté de la NUPES, la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon va-t-il passer la main ou sera-t-il encore une fois lui aussi candidat? Donc chacun, 3e, 4e candidature. Est-ce qu'il y aura une nouvelle génération? François Ruffin, par exemple, qui commence effectivement à grimper un peu, peut-il être le représentant d'une gauche unie? C'est vrai qu'on voit bien que, d'abord, on en parlera peut-être, mais la politique, le cheminement dans les partis attire de moins en moins de gens, peut-être pas en tout cas les plus brillants, qui préfèrent être tranquilles, gagner un peu d'argent tranquillement dans une profession qu'ils aiment, plutôt que de se lancer en politique où on ne prend en ce moment, c'est vrai, que des coups. Et puis on arrive donc à répéter ces affrontements. Pourquoi Biden? Parce que sa vice-présidente n'est pas à la hauteur, et on se dit que le vieux monsieur respectable est le seul, encore une fois, à pouvoir terrasser Donald Trump. Donc ça nous amène, je crois, ce qui est le plus consternant dans la démocratie aujourd'hui, c'est qu'on ne vote pas pour et que désormais on vote contre. Quel est le candidat ou la candidate que l'on aime? Non pas celle qu'on aime ou celui qu'on aime le plus, mais celui qu'on déteste le moins. Qui faut-il éliminer? Pour moi, ça, je trouve terrifiant. Si on regarde les 2 dernières élections présidentielles en France, ça nous était déjà arrivé une fois, c'est vrai, mais on élimine. On ne vote pas pour, et après, on vote contre, encore une fois. Il y a un peu de vote forcé pour faire barrage à l'extrême droite. Et après, celui qui en sort élu, en l'occurrence Emmanuel Macron, on voit bien que c'est une élection qui est tout à fait légitime, mais qui pose d'énormes problèmes de gouvernance derrière. Si je reviens, parce qu'on est marqué par la réforme des retraites, oui, c'était dans son programme du premier tour, mais il a été élu dans des conditions particulières au second. Donc peut-il tout faire derrière? Toute la question est posée, et je pense que ce sera pareil aux États-Unis. Les 2 combats des vieux messieurs rescapés, ça fait pas rêver, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, justement, vous l'avez dit, les plus brillants sont ailleurs, peut-être. Hein, j'interroge deux politiciens, c'est pas très flatteur pour vous. Les plus brillants sont ailleurs. Souvent, Alexandre Chevalier, on en avait parlé, droite, notamment. Alors, notamment pour Genève, on en avait parlé il y a quelques mois. La question, elle est de la fonction et de l'argent. C'est-à-dire aussi avec des gens brillants, mais qui ont préféré faire carrière pour des questions aussi financières et des questions personnelles, pour des questions aussi parce qu'on est dans une démocratie SMS. Je veux dire, ce que dit Arlette Chabot, évidemment, c'est la démocratie tapez 1, tapez 2. C'est tout ce qu'on est habitué depuis plus de 20 ans, 25 ans maintenant avec la télé-réalité. Et on s'est habitué, on dirait qu'on a intégré ça de manière politique, où la politique doit se comporter exactement de la même manière qu'on se comporterait face à la télévision et à la télé-réalité. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point de réflexion, c'est celui de la formation. Il y a aujourd'hui plus de partis qui forment et il n'y a plus de parcours non plus. Quand on commençait la politique il y a une époque, en France, on s'attachait à un territoire, on commençait par ce territoire, c'est-à-dire conseiller municipal, département, région, et puis après on allait devant. Oui, mais en Suisse, la même manière. En Suisse, on pas idéalisé, on ne formait pas non plus. En Suisse, la même manière, on essayait d'avoir d'abord des jeunes
qui allaient dans les conseils municipaux. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé la politique à l'époque du Parti libéral, on voulait faire commencer les jeunes dans les conseils municipaux, puis on les présentait éventuellement plus tard dans un autre âge, une autre strate au Grand Conseil, puis après, quand on devenait un cadre, on avait le droit de se présenter aux élections pour Berne au Conseil national. Et après, je ne vous parle même pas du Conseil des États pour le Sénat suisse. Et donc, tout ça, ça s'est perdu. Et puis, à l'intérieur, on ne forme plus. À l'intérieur des partis, à une époque, il y avait des commissions qui permettaient aux membres de se former sur les sujets. On invitait des personnalités externes, on faisait des débats contradictoires. Et donc, en fait, les gens se formaient concrètement sur ce qui se passait, se formaient sur les sujets. Aujourd'hui, tout ça est en train de disparaître. Et donc, on a un énorme problème aujourd'hui de formation et de statut de l'élu, en plus de ça. Mais est-ce que c'est gratifiant, justement, vous qui vous apprêtez à devenir avocat, est-ce que c'est gratifiant d'être politicien aujourd'hui, ou bien un avocat gagne beaucoup plus dans le privé que de consacrer des heures et des heures à une fonction politicienne? C'est beaucoup de contraintes. Il faut aussi savoir que pourquoi on le fait? On le fait parce qu'on a envie de se mettre au service de la collectivité, parce qu'on croit à des idées. Après, par rapport au débat que nous avions tout à l'heure, je pense qu'il y a un véritable manque d'incarnation aussi. On doit arriver à reconstruire en fait un narratif, un désir d'action, et c'est ce qui aujourd'hui manque à notre société. On est dans le temps des réseaux sociaux, un temps relativement court, où une Sandrine Rousseau en France arrive à faire en sorte qu'une polémique, par exemple, sur le barbecue, sur les hommes déconstruits, sur des sujets qui sont passablement anecdotiques, on arrive à en faire le sujet politique central. Et je pense que ça décourage un bon nombre de personnes et ça décrédibilise la politique, les institutions, et les gens se disent j'ai finalement peut-être mieux à faire. Donc oui, en tant que personnalité politique, il m'arrive aussi, quand on tombe dans des polémiques vraiment des plus affligeantes, de me dire j'aurais peut-être mieux à faire. Et puis ensuite, on se dit, allez, on continue. On a heureusement les valeurs qui nous portent. C'est intéressant ce que vous dites, parce que effectivement, ces sujets anecdotiques, ils sont pris par les deux extrêmes et ils se les renvoient. Les deux extrêmes se les renvoient à la tête. C'est-à-dire, ils sont pour qu'on supprime les pièces de Molière, d'autres pour qu'on réhabilite le maréchal Pétain. Donc, il y en a qui sont contre le mariage homosexuel, ça suffit, ou l'avortement. D'autres qui veulent que les enfants changent de sexe à 10 ans. Tu vois, c'est des folies, quoi. C'est les deux extrêmes. Entre les deux, on n'entend rien, on n'entend pas ce qui se passe. Et en plus, entre les deux, on se fait agresser. En France, tout ce qui est à peu près du centre, centre-gauche, centre-droite, etc., ils ont subi l'année dernière 2000 agressions, les élus. 2000 agressions. Oui. C'est énorme. C'est-à-dire que on travaille 15 heures par jour, on gagne moins de 10 000 balles par mois comme ministre ou comme député, on ne peut pas mettre nos enfants à l'école du coin parce qu'on porte le mauvais nom et ils risquent de se faire casser la gueule. Continuez, on regarde les images effectivement d'Emmanuel Macron battu et brûlé en effigie. C'est des images qui ont été on est brûlé en effigie, on se fait traîner dans la boue dans les réseaux sociaux. Ces derniers temps, c'est d'une immense violence, mais c'est vrai qu'il y a des violences physiques, il y a des menaces de mort concrètes, des élus municipaux qui voient leur garage brûler. Il n'y a plus que des dingues qui veulent faire de la politique. Cette noblesse qui est de vouloir, ce que vous disiez, être au service du public, il y a la noblesse de la République en France, c'est un champ de bataille aujourd'hui. Ouais, il faut s'accrocher. Surtout si on est de bonne foi, si on est bienveillant et qu'on s'appuie sur la réalité. C'est là où on est le plus... Alors la France, c'est un cas extrême. Mais c'est vrai qu'en Suisse, Jacques Pillet, on le voit aussi, c'est un tweet qui a été diffusé par Antonio Gers, qui est un ministre réélu vert. C'est un tweet, lui a partagé justement un article, on y reviendra dans la deuxième partie, un article de presse qui mettait en question un des candidats. Il a partagé cet article de presse et un ancien député précisément l'attaque et dit que c'est digne de la dictature argentine qui a fait 30 000 morts. Antonio Gers a perdu son père dans la dictature argentine. Est-ce que ça, c'est des mots, alors c'est pas comparable avec des violences et agressions physiques, mais est-ce que ça, c'est des lignes rouges qui aujourd'hui sont franchies aussi en Suisse ? D'abord, faisons quand même très attention avec ces comparaisons entre ce qui se passe aux États-Unis, entre ce qui se passe en France et en Suisse. Enfin, il y a heureusement autour de nous des démocraties qui fonctionnent assez bien. Il y a un pays pas totalement
non significative qu'est l'Allemagne, où il y a un débat vif, mais assez apaisé. L'autre dimanche, voilà, la droite et la gauche s'allient pour diriger Berlin. Voilà, il y a des pays où la démocratie fonctionne, elle fonctionne en Suisse. Attention, c'est pas parce qu'il y a un follow qui a écrit un tweet sur Audiers qu'il faut commencer de faire une grande considération. Non, mais il y a un taux de degré de violence qui a quand même monté depuis l'ère Covid. Hein, vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr, il y a certaines tensions à certains moments, notamment il y a eu une très grande tension pendant la période Covid, et il y en aura d'autres encore, de périodes de tension. Et là, il y a des mots qui fusent de façon évidemment complètement irresponsable. Mais soyons francs, est-ce qu'il n'y avait pas non plus de grosses conneries qui se disaient autour de la table du bistrot auparavant, et qui se disaient un peu partout? Alors maintenant, Aujourd'hui, le bistrot, il appartient à Elon Musk. Alors ça sera la suite du débat. Oui, on en parlera tout à l'heure. Mais ce que je veux dire, c'est que ne nous achoppons pas à quelques éléments, quelques faits tout à fait désagréables pour en tirer des conclusions générales. Non, moi je pense qu'il faut plutôt revenir à des questions vraiment très concrètes. Les partis, certains partis, de nombreux partis, ont passé à côté des préoccupations de la population. Alors j'en ai mentionné une tout à l'heure, j'aimerais quand même en mentionner une autre. Depuis des années, on nous bassine, si vous permettez, avec les thèmes sociétaux. Alors là, c'est partout, hein, c'est dans les partis, pas seulement à gauche, pas seulement chez les Verts, mais aussi au centre, aussi dans une partie de la droite, et dans les médias. Et alors, c'est climat, 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 durabilité, durabilité. À part, c'est le LGBT, les transgenres. Après, ça rentre dans les détails. Hein. Il faut faire l'écriture inclusive, pardonnez-moi, inclusive. Alors voilà, on se dit, voilà, il faut commencer à écrire avec des points X, E, tiret, je ne sais pourquoi. Moi, je ne suis incapable d'écrire dans ce jargon qui nous est proposé par des responsables politiques qui veulent introduire ce genre de modifications totalement absurdes dans notre quotidien. Ce détail-là montre l'ignorance de ces responsables politiques. Quand tant de gens, notamment du fait de la présence de nombreux étrangers qui apprennent notre langue, tant de gens dans les écoles, et des Suisses aussi, ont de la peine à écrire et à s'exprimer convenablement, eh bien voilà, que vous avez des... Dans les systèmes de l'instruction publique, les gens qui vous disent... On va continuer d'en parler. On va continuer d'en parler, et sous l'angle des médias qui sont largement, effectivement, décriés presque autant que les politiques. Ce sera dans la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Le point de retour, on a parlé de la faiblesse et du discrédit de la classe politique aujourd'hui. C'est à peine mieux pour les médias, tantôt accusés d'être les suppôts du pouvoir, tantôt au contraire de flinguer ce même pouvoir sans discrétion. Alors justement, à votre avis, Arlette Chabot, trop lèche-botte ou trop justicier les médias aujourd'hui ? Lèche-botte, moi qui ai un certain âge, j'ai entendu ça pendant très 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 longtemps. Et c'est pas complètement fini. Il y a eu une polémique en France il y a quelques semaines parce que le président de la République avait invité des éditorialistes à l'Élysée pour discuter avec eux et pour évidemment faire passer quelques messages. Oh là là, honte à eux, c'est tout de suite s'il n'a pas fallu qu'ils s'excusent en public et enfin, c'est absolument incroyable, et surtout incroyable quand on entend ou quand on lit les éditoriaux de ces mêmes journalistes qui étaient invités à l'Élysée. Donc tout ça n'a pas de sens. Heureusement, je pense que les journalistes français aujourd'hui sont effectivement indépendants. Il y en a qui ont des convictions, mais c'est autre chose. Mais ce ne sont sûrement pas, comme vous dites, des lèche-bottes du pouvoir. Cela dit, il y a un fossé, je l'évoquais tout à l'heure, entre la presse en France, les journalistes et la population. On subit le même discrédit et ça ne change pas que les politiques. C'est effectivement effrayant. Et pourtant, on reconnaît quand même de temps en temps aux journalistes la qualité d'un travail, d'enquête qui révèle des scandales. Je pense à celui qui touchait
une entreprise qui a des EHPAD, qui accueille des personnes âgées, et c'est bien une enquête journalistique et un livre publié par un journaliste qui a mis ce scandale à la une de tous les journaux et a contraint le gouvernement à agir. Donc les journalistes en France ont franchi des étapes. Moi, je pense, au fil des années, j'ai vu indépendance à l'égard des pouvoirs politiques qui ne peut plus intervenir, notamment sur les médias publics, les chaînes de télévision publiques. Ils peuvent dénoncer ces médias, bien entendu, des scandales. Ils s'intéressent aux politiques. Et alors là, les politiques, évidemment, ne sont pas contents de la liberté quand ils sont mis en cause par des enquêtes journalistiques. La limite sur laquelle on peut s'interroger, c'est que effectivement la multiplication d'un certain nombre d'enquêtes et la tonalité qui a été donnée a pu interroger un certain nombre de personnes sur le thème. Si on dénonce, les erreurs, les bêtises, les fautes morales graves des politiques, c'est bien, mais est-ce qu'on n'alimente pas, jusqu'où faut-il aller, tous pourris des politiques? Donc ça a été une interrogation. Maintenant, franchement, la mise en cause de politiques qui ont fait des fautes graves, qui ont commis des fautes graves, on pense à un ministre en charge du budget en France qui avait des comptes cachés, pas qu'en Suisse mais ailleurs. Monsieur Cahuzac. Terrible. Voilà, Jérôme Cahuzac, pour ne pas le nommer, mais il faut le nommer. C'était une révélation, c'était quand même quelque chose de tellement grave, et c'était quelque chose, j'allais dire, cette dénonciation heureuse, évidemment, pour la démocratie. Donc, il faut que les journalistes travaillent, il faut que les journalistes soient indépendants, et il faut que quand même l'opinion comprenne un jour que, oui, les journalistes ont droit à la liberté et qu'ils exercent cette liberté. Mais est-ce qu'ils le comprennent, ça, aujourd'hui, les gens? Justement, Younis Moussa, ce week-end, on a réélu à Genève quelqu'un comme Pierre Maudet, qui, pas seulement la presse, la justice l'a condamné aussi. Il y a une affaire sortie que j'évoquais tout à l'heure par le site ID News à propos d'un des candidats, Philippe Morel, des soupçons qui portaient sur une transplantation en 2006. Justement, est-ce que la presse travaille de manière trop agressive ou pas assez en Suisse romande notamment? Je pense qu'il faut que la presse ne fasse absolument pas de politique, parce que c'est là où ça peut devenir dangereux. On dit souvent que la presse, c'est le quatrième pouvoir. Donc, mais en faisant ça, elle fait de la politique. C'est la séparation des pouvoirs. Il faut savoir faire la différence entre ce qui est d'intérêt public ou non. Et parfois, pour reprendre l'affaire, par exemple, qui s'est produite en France il y a quelques années, où il y avait un candidat à la mairie de Paris qui avait des vidéos à caractère sexuel qui avaient fuité. C'était pendant plusieurs jours, la presse avait repris ça, alors qu'il n'y avait absolument pas d'intérêt public. Mais dans le cas d'espèce, Pierre Maudet, Philippe Morel, par exemple, Heidi devait sortir le dossier sur Philippe Morel ou pas? Est-ce qu'elle faisait de la politique en le faisant à quelques jours du scrutin? Quand c'est fait à 3 jours de l'élection, on peut se poser la question si le média le fait à des fins politiques. On sait qu'il y a parfois des liens qui peuvent être incestueux avec le monde politique. Donc il faut vraiment que les médias fassent attention à ce qui est de l'ordre de l'intérêt public, ce qui permet à l'électeur ou à l'électrice de se prononcer sur un cas qui est avéré et non pas des soupçons, parce que sinon, encore une fois, c'est l'ère des réseaux sociaux, du retweet, du buzz. On serait capable finalement de monter des dossiers sur un bon nombre de personnes. Et ça, ce serait problématique démocratiquement. Alexandre Chevalier, votre avis, puisque votre parti finalement soutenait le candidat Philippe Morel. Il faisait partie d'une coalition qu'on a appelée l'Alliance genevoise pour cette élection. Et d'ailleurs, on a soutenu, on a continué parce que le vote était lancé. Ce qu'il faut aussi spécifier aussi peut-être pour nos amis français ici, c'est qu'on a un système unique, on a un système dans lequel on fait campagne et on vote en même temps. Puisqu'on commence à voter 3 semaines quasiment avant le résultat du scrutin, ce qui n'existe nulle part ailleurs. Ça, c'est quand même très important de le signaler parce qu'on est le seul pays dans lequel, en fait, on fait campagne et on vote en même temps. Et donc, à ce moment-là, la presse, quand elle fait son travail d'enquête, puisqu'il y avait une enquête derrière, on verra, le candidat a promis qu'il dénoncerait le média et qu'il irait devant un tribunal et donc devant une cour pénale, donc on verra ce qu'il en sort de la validité, de la validité de cette enquête. Mais en l'occurrence, elle sort
en campagne et en vote. Et donc, on doit se poser la question aussi de la manière dont on fait campagne ici, parce que sinon, on ne peut plus rien dire à partir de 3 semaines avant, pendant qu'on est en train de voter. Et donc, on arrête aussi les campagnes au niveau physique, je veux dire, de campagne. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et le deuxième, en fait, là-dessus, c'est que je suis désolé. Il faut arrêter de prendre en fait l'électeur pour quelqu'un, un enfant ou quelqu'un d'un peu stupide ou un mouton. Les électeurs savent très bien ce qu'ils veulent. D'une élection à l'autre, un électeur sait quand il vote une élection locale, quand il vote une élection régionale, quand il vote une élection nationale et à quel niveau il est en train de voter. Et notamment, en fait, que ce soit pour l'affaire Maudet ou pour l'affaire Morel, il a choisi des personnes qui lui convenaient avec ou sans les affaires. Parce que l'élection de Pierre Maudet, elle démontre que malgré la condamnation, malgré 3 ans d'affaires, de buzz permanent, de responsabilité aussi des médias locaux là-dessus, ils ont voté largement pour lui. En l'occurrence, l'affaire Pierre Maudet, le dossier qui est sorti, il avait été retenu avant l'élection, il y a 5 ans justement, et puis on l'a diffusé après, et on a accusé les médias d'avoir retenu des informations qui étaient précieuses. Jacques Pillet. Non, mais plus généralement, on constate évidemment une désaffection d'une partie de l'opinion publique par rapport aux médias. Alors, pour quelles raisons? Il y en a beaucoup. On a beaucoup évoqué les réseaux sociaux, etc. Je vois une autre cause, c'est que beaucoup de rédactions, malheureusement, se sont empêtrées dans un certain conformisme, un certain unanimisme, au contraire, où on a peut-être refusé certains débats largement ouverts sur des points sensibles, notamment l'affaire Covid, où on a eu beaucoup de temps avant de donner la parole à des gens qui étaient critiques par rapport à la politique. Vous avez été critiqué vous-même pour vos positions. Bien sûr. Et je pense que là, il y a un phénomène de désarroi dans les rédactions qui ont des soucis économiques, qui ont des organisations imposées par les éditeurs d'ailleurs, des espèces d'usines à journaux où on ne parle même plus d'articles, on parle de contenu finalement, voilà. Alors évidemment, il y a un malaise entre le public et les médias. Mais en même temps, il y a dans ces mêmes médias, de tous, il y a des journalistes qui sont courageux, qui font des enquêtes sur des problèmes de fond. Je sais pas, la semaine passée, il y avait un temps présent extraordinaire sur le fait que les ministres, les conseillers fédéraux, conseillères fédérales, quittant leur job, trouvaient des postes dans des conseils d'administration très bien rémunérés, dans des entreprises avec lesquels ces mêmes ministres étaient en contact pendant l'exercice du pouvoir. Eh bien, cette problématique, par exemple, qui est très peu évoquée dans les milieux politiques, eh bien, elle a été mise là, sur le devant de la scène, par un média. Il y a des journalistes courageux qui essayent de ne pas s'enfermer dans un cadre idéologique précis, qui essayent justement non seulement de révéler des malfonctionnements du genre Maudet, Morel, etc. Non, qui essayent de voir ce qui cloche dans notre société, comment on peut prendre en compte les préoccupations des gens. Donc j'aimerais faire un plaidoyer en ce sens, et que j'assortirais même d'un plaidoyer en faveur des réseaux sociaux, qui sont aussi un moyen pour le public de prendre la parole. Moi, je me souviens quand même dans les rédactions, avant Internet, quand on recevait une lettre de lecteur, ben voilà, on la passait pas, tant pis. Aujourd'hui, les réactions sont immédiates. C'est un gain pour la démocratie. Mais c'est très bien vu aujourd'hui de maudire Twitter, de maudire Facebook. Moi, je suis ces mouvements, ces réseaux sociaux. J'adore Twitter parce que tous les 2 jours, il y a un tweet délicieux et profond d'Edgar Morin. On peut aussi choisir... Vous allez faire plaisir à Philippe Val. On peut aussi choisir... Il y a des profondeurs plus... Enfin bon. Plus profond. Alors, on parlera d'Edgar Morin après l'émission, si vous permettez. C'est pas la peine. Voilà. Mais oui, il y a d'autres gens très intéressants et très sages qui s'expriment sur ces réseaux sociaux. Je suis content qu'il y ait également au-delà des réseaux sociaux, des plateformes d'information ou de réflexion indépendante, ça enrichit le débat. Monsieur Pascal Descaillés, qui est assez connu dans cette maison, eh bien, il a des interventions sur le net que je trouve tout à fait stimulantes. Donc, voilà. On voit vos marqueurs. Philippe Val, justement, sur la compétition aussi des médias aujourd'hui avec les réseaux sociaux et sur le fait aussi qu'on soit beaucoup sur la morale, ça c'était la première partie,
beaucoup sur la morale et moins sur le fond. Alors, Arlette Chabot citait justement un travail d'enquête, mais par exemple, concernant les politiques, on voit assez peu ce qu'ils ont fait. Hein. C'est généralement des attaques sur leur moralité, entre guillemets, davantage que sur finalement leur bilan aujourd'hui. Qui sait qui fait quoi? Le problème, Chabot citait l'enquête sur les EHPAD. Et c'est marrant parce qu'à la création du journalisme, pratiquement, enfin, la Gazette de Renaudot, une de ses premières enquêtes, c'était sur un hospice de vieux à Reims où les vieux étaient maltraités. Donc, il y a une espèce de continuité du travail bienfaisant des journalistes. Les journalistes ont toujours été... alors après, on voit les tares du journalisme quand ça devient une industrie vers 1820-1830, on le voit dans les illusions perdues. D'ailleurs, ce sont les illusions perdues, le monde du journalisme. C'est vraiment toujours ça, c'est sans cesse les illusions perdues. Mais c'est indispensable, et ça n'est pas remplacé par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux favorisent ce qui est irréel, ce qui favorise ce qui est étonnant, scandaleux, faux, dingue, voilà. Et alors que le journaliste, même s'il ne le fait pas toujours, est ramené par son éthique à la chose logique, à la chose scientifique, à la chose raisonnable, au moins dans les journaux normaux. Alors après, est-ce qu'ils sont pour ou contre, trop partisans? Ça dépend du journal de référence. Par exemple, chez nous, en France, c'est Le Monde. Le Monde a subi, pendant le passage d'Edoui Plenel à la direction de sa rédaction, un grand vent trotskiste. Il a gardé une teinte, comme ça, Le Monde. Ce qui fait qu'il donne le La 440, notamment aux rédactions des services publics, ce qui pose des problèmes. Il n'est plus à 440, le La, il est plutôt à 432 ou à 450, mais il n'est plus à 440. Donc, il y a un souci de crédibilité. Et pourtant, Arlette le dit, et vous le dites aussi, il y a de très bons journalistes qui sont très utiles, qui font un... Et surtout, on ne peut pas imaginer une seconde que la démocratie puisse fonctionner s'il n'y a pas un journalisme fort. Parce que les gens se déterminent en fonction de la façon dont ils sont informés, et ils ne sont pas informés par les réseaux sociaux, ils sont désinformés par les réseaux sociaux. Or, les réseaux sociaux sont le principal concurrent de la presse. Tant qu'on n'aura pas trouvé la parade contre la concurrence des réseaux sociaux, les démocraties se déliteront et se polariseront à l'extrême droite et à l'extrême gauche, parce que tout ce qui est crédible, c'est-à-dire le centre dont on parlait tout à l'heure, n'est plus audible. Voilà. Arlette Chabot, on parlait justement aussi de Benjamin Griveaux, dont la carrière a été démolie finalement pour une question qui n'était même pas politique. Est-ce qu'aujourd'hui, précisément, on est trop moral et les médias relayent ça, Là, il y a une petite polémique concernant Bruno Le Maire, votre ministre des Finances, qui a sorti un livre où il parle de sexe et de sodomie. Et évidemment, ça fait la une et tout le monde se demande si c'est bien autorisé, si ça devrait l'être, etc. Est-ce que ça n'occupe pas quand même beaucoup trop d'espace aujourd'hui et peut-être décourage beaucoup de personnel politique de s'engager? Non, mais c'est des choses différentes. Alors, le talent littéraire de Bruno Le Maire, avec une phrase, il a un vrai talent littéraire. D'abord, quand on est publié chez Gallimard, c'est très, très bien. Après, il y a une petite phrase, et c'est pas la première fois qu'il a, comme ça, dans un livre, dans un roman, une phrase qui fait sourire, qui interroge. Bon. Mais franchement, je crois que c'est pas le sujet. Le vrai sujet, si on parle de morale, c'est le comportement, les principes affichés par un politique et son comportement personnel qui n'a rien à voir, effectivement, avec les principes qu'il défend. Ce n'est pas la première fois. Si je reviens à Benjamin Griveaux sur la conquête de la mairie de Paris. Alors, la morale, on n'a pas très envie, mais en revanche, encore une fois, je pense qu'être en accord avec ces demandes, ces exigences, ces idées et la demande d'être irréprochable fait par des politiques à leur comportement personnel, moi, ça me paraît quand même être tout à fait normal et logique. Après, il y en a certains, et non des moindres, qui, eh bien, malgré leur turpitude, on regardait tout à l'heure Donald Trump, on en a connu aussi en France, sont quand même élus, parce qu'il y a un côté, justement, transgressif qui peut plaire à l'électeur. Mais bon, moi, je pense qu'un
tout petit peu de cohérence, encore une fois, entre principe et comportement personnel, franchement, ça ne peut pas nuire. Ouais. Mais là, on le voit justement, hein, le paradoxe, Donald Trump, Pierre Maudet, voilà, on voit qu'il y a une prime donnée par la population à des gens qui n'ont pas un comportement moral malgré le battage qu'on fait autour. Donc, est-ce que là, il y a aussi une rupture entre la population qui est peut-être infiniment moins morale que ce que les médias relayent aujourd'hui? Jacques Pillet. Puis-je vous parler de morale? Bien sûr, il y a tout ce débat sur les leçons de morale que l'on donne aux uns et aux autres, à tort ou à raison. Mais moi, je vois un autre effet inquiétant de ce qu'on appellerait la moraline, c'est qu'on applique la moraline à tous les sujets. Si vous remarquez, par exemple, sur la question du climat, par exemple, on est du côté du bien ou du mal. Lorsque, par rapport à la guerre effroyable déclenchée par la Russie, on est vraiment dans l'approche du bien et du mal. Il y a des situations comme ça, quand même, oui, où ça se justifie. Mais j'aimerais juste aller au bout de mon... La guerre en Ukraine, c'est pas pareil que le climat. Je suis désolé. Je vois, par exemple, la guerre en Ukraine exige aussi une lecture large, avec toutes sortes d'éléments qui parfois sont un peu contradictoires. C'est aussi ça, le journalisme. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de cela, de la façon dont on parle de cette guerre dans la presse, j'étais frappé en feuilletant les journaux suisses au milieu de la Seconde Guerre mondiale, de l'extraordinaire sérénité, du calme et des nuances même dans les analyses des journaux, notamment la Journal de Genève et la Gazette de Lausanne à cette époque. Des fois, dans le feu des propagandes qui accompagnent toute guerre, eh bien, les journaux sont un petit peu trop piégés par la propagande des uns et des autres. Mais j'aimerais revenir à cette question morale. Ça a été très difficile de pouvoir dire, de pouvoir avoir des tonalités discordantes. Même Alain Berset s'est fait bâcher pour avoir tenu des propos pacifistes, entre guillemets. C'est très intéressant, pratiquement trop pro-russe. Cette question de l'excitation autour de la guerre. Voilà. Mais j'aimerais revenir à la question du climat. Il y a un réchauffement climatique indéniable, il y a l'analyse des causes, et ces analyses, eh bien, elles sont très difficiles. Il y a des voix diverses aussi chez les scientifiques, et c'est intéressant. Il y a un livre passionnant de M. Olivier Postel-Vinet, ce qui s'appelle « Sapiens et le climat », qui montre la complexité de cette problématique. Or, pour en revenir au monde que vous citez comme le temple absolu du journalisme... Je conteste, hein. Voilà. D'accord, très bien. Il nous reste très peu de temps. Pour en revenir au monde, puisqu'on l'a cité, il y a quelques jours, Le Monde a publié une charte climatique, après la charte déontologique, etc., la charte climatique, qui précise dans son texte que Le Monde considère que c'est l'homme qui est responsable du réchauffement climatique, et ce sera un principe sur lequel on ne discutera même pas. Je trouve ça tout à fait terrifiant. Moi, je pense qu'il faut ouvrir le débat, même avec des gens qui paraissent un peu dérangeants sur le moment. Mais quand un journal dit « il y a une vérité », sur un point combien complexe, l'évolution des climats à travers les âges et aujourd'hui, c'est une affaire très complexe. Et bien sur ce sujet, vous avez un journal comme Le Monde qui fait de la morale en disant il y a une version qui représente le bien et le reste c'est le mal. Ça sera les mots de la fin, puisque maintenant on est arrivé au terme de ce débat. Donc le point sur le discrédit dont souffrent et les politiques et les médias, c'est fini. Si on a réussi à vous redonner un tout petit peu confiance en nous, eh bien ce sera tant mieux. En tout cas, merci infiniment de nous avoir suivis et à nos invités d'avoir été là. Mercredi prochain, cap sur les élections turques. Le président sortant Erdogan sera-t-il réélu le 14 mai prochain? Et surtout, pourquoi la Turquie aujourd'hui est-elle un enjeu stratégique majeur dans le jeu des nations entre Chine, Russie, OTAN et Union européenne? Quelles sont les conséquences aussi qu'auront ces élections, y compris sur nous? Eh bien, on en parle mercredi prochain dans Le Point. En attendant, on vous souhaite une excellente semaine et une très bonne soirée à toutes et tous.